Commençons notre exploration de l'interface de GA4. On va commencer par le temps réel, qu'on retrouve sur cet onglet sur notre homepage, mais qu'on va aussi retrouver dans nos rapports. Donc ça va être sur l'onglet en dessous de l'instantané des rapports, on a un onglet temps réel qui va nous afficher tout un tas de données en temps réel sur notre site. Alors le nom est un petit peu trompeur, c'est pas tout à fait en temps réel, comme vous le voyez ici, ça indique le nombre d'utilisateurs sur les 30 dernières minutes. Donc contrairement à Universal Analytics, qui lui était vraiment en live, vous trouverez beaucoup plus d'utilisateurs par ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'abord cette grande carte et les 6 utilisateurs que j'ai eus lors des 30 dernières minutes. Si je veux savoir plus précisément en ce moment même combien j'en ai, eh bien je dois regarder par ici cet histogramme et je vois que j'en ai actuellement un et que les autres sont arrivés, un autre il y a 1 minute, encore un autre il y a 5 minutes, etc. On peut remonter le temps. Donc en ce moment même j'en ai pas 7, j'en ai plutôt 1, voire 0. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme données ici? Si on descend un petit peu, on voit dans ce cadre les sources d'utilisateurs. Donc j'ai qu'une seule source d'utilisateurs et c'est Google qui m'a amené 2 utilisateurs. Je vois aussi quelles sont mes audiences. Bon, j'ai pas d'audience définie, donc ça va m'afficher juste All Users. Je vois par ici, dans ce cadre, le titre de mes pages sur lesquelles sont mes utilisateurs. Ça affiche que les 6 premières, mais je peux cliquer par ici pour voir la suite. Si on descend encore, on a maintenant les 3 derniers cadres. Celui-là qui m'affiche les principaux événements déclenchés par ces utilisateurs. Et alors ces événements, on peut cliquer dessus pour avoir plus de détails. Par exemple, si je clique sur l'événement PageView, ça va maintenant m'afficher les clés du paramètre d'événement. Donc tout ce qu'on voit ici, il y a 11 clés. Et l'une d'entre elles, par exemple, s'appelle Page Title. Et je vais encore cliquer dessus. Et ça va me montrer la valeur des paramètres. Et là, je retrouve les titres des pages. Bon, alors ce paramètre est redondant avec le titre de la page qui est ici. Mais c'est pas bien grave. Vous voyez qu'on peut avoir les détails sur chacun de nos événements. Autre événement, par exemple, l'événement scroll, avec plusieurs clés qui doivent exister. Comme par exemple le pourcentage scrollé. Je clique dessus. Et ça m'affiche 90%, qui est la valeur par défaut du paramètre scroll. J'ai eu 5 événements, ce qui veut dire que 5 pages ont été scrollées ou défilées jusqu'à 90% de la longueur de la page. Ces 2 derniers cadres sont vides, puisque pour l'instant j'ai aucune conversion définie et je n'ai pas non plus de propriété utilisateur définie. Mais bon, si je définis tout ça, je devrais pouvoir les voir en live. Alors maintenant qu'on a vu toutes les données qu'on peut avoir, je vais vous montrer comment filtrer ces données. La première façon de faire, on peut tout simplement cliquer sur un des points et avoir un filtre en fonction de la ville où se trouve l'utilisateur. Par exemple, je vais cliquer sur Limoges, et vous voyez par ici, j'ai ajouté une comparaison. Moi j'appelle ça filtre, mais bon, filtre comparaison c'est pareil. Et maintenant je vais comparer mes utilisateurs situés à Limoges avec tous les utilisateurs. Donc à gauche en bleu, tous les utilisateurs, et à droite en orange, les utilisateurs situés à Limoges. Donc je retrouve les mêmes indicateurs que précédemment, moins la carte bien sûr. Donc je vois le nombre d'utilisateurs minute par minute, la catégorie d'appareil, donc tout le monde est sur desktop, pas de différence ici. Source d'utilisateurs, que ce soit à Limoges ou en général tout le monde vient de Google. Et ensuite les paramètres par défaut d'audience, les pages vues, je vois sur quelle page est mon utilisateur de Limoges, les différents événements. Donc là je vois par exemple quelque chose d'assez précis, mon utilisateur de Limoges, je peux cliquer là-dessus et je vois qu'il a déclenché un événement scroll. Mais par contre, sur cette vue comparative, je ne peux pas avoir plus de détails. Tant pis, c'est pas bien grave. Et si on descend, on retrouve nos tableaux des conversions et nos tableaux des propriétés utilisateurs qui sont vides pour l'instant. Donc ça, c'est la façon de faire pour filtrer et comparer sur une ville. Mais on peut faire bien sûr d'autres types de filtres. Donc je vais supprimer ça pour l'instant. Et je vais vous montrer comment ajouter une comparaison par ici. Si par exemple, au lieu de faire une comparaison par ville, je veux faire une comparaison par catégorie d'appareil, je vais aller créer ma comparaison par ici et créer mes conditions. Donc on va mettre comme variable catégorie, et là je vais sélectionner catégorie de l'appareil, et ce que je veux voir c'est les utilisateurs desktop par rapport à tous les utilisateurs. Je clique sur OK, et je clique sur appliquer. Donc voilà, maintenant, je compare mes utilisateurs desktop à tous les utilisateurs. Alors, pas de chance, j'ai pas un seul utilisateur mobile, donc cette comparaison me donne exactement la même chose. Mais on peut les différencier en ajoutant par exemple un autre paramètre de comparaison par ici. Donc allons-y par exemple sur la source de la session, et on va sélectionner Google. On va voir si c'est toujours les mêmes nombres ou si on a une différenciation qui apparaît. Alors là, ça m'a créé 3 comparaisons
mais celle-là, je peux la supprimer. Alors, ça m'affiche 0, j'ai dû faire une erreur par ici. Au lieu de source de la session, je vais aller sélectionner première source utilisateur, Google, OK, et j'applique. Donc voilà, j'ai enfin une comparaison pertinente. Donc on peut ajouter des nouvelles comparaisons par ici ou par là. On peut aussi revenir éditer une comparaison en cliquant sur ces 3 petits points, modifier une comparaison. Et là par exemple, au lieu d'inclure la première source utilisateur qui provient de Google, je peux changer ça pour faire exclure. Et comme ça j'aurai l'inverse et j'applique. Et voilà, j'ai édité cette comparaison et je peux comparer ça avec tous les utilisateurs. Alors, je ne suis pas obligé de le comparer à tous les utilisateurs, je peux aussi supprimer mon comparatif avec tous les utilisateurs et n'avoir que mon instantané avec le filtre sur la source utilisateur. Je peux maintenant fermer ça et le voir en plus grand. L'avantage lorsqu'on n'en a qu'un seul, c'est qu'on peut aussi avoir toute la carte du monde et voir où se trouvent nos utilisateurs avec ces différents filtres correspondant à cette comparaison que j'ai fait par ici. Alors, dernière chose sur le temps réel, vous voyez qu'on a ici l'option d'afficher l'instantané d'un utilisateur. Alors malheureusement, on ne peut pas lui dire quel utilisateur on veut voir en instantané. Ça nous met un utilisateur au hasard. Allons-y quand même, on va voir ce que ça donne. Et voilà ce qu'on voit. J'ai le parcours d'un utilisateur situé apparemment en Indonésie, qui est sur Mozilla, et qui est arrivé sur mon site il y a quelques minutes, mais pour l'instant n'a pas fait grand chose comme je le vois par ici. Il m'a juste déclenché un événement User Engagement, et si je clique là-dessus, Page Location, je vois la location de la page sur laquelle il se trouve, et pour l'instant, il n'a rien fait d'autre. Donc voilà ce que ça permet de faire. Je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, mais ça ressemble un peu à la Debug View, qu'on verra par la suite, et qui nous permet de tester le bon paramétrage de nos événements. Alors, vous voyez par ici qu'on a aussi une option pour partager ce rapport, mais malheureusement, ça n'offre pas de grandes possibilités, à part copier le lien du rapport, qui est exactement le même lien que vous avez ici, puisque ce lien ne marchera qu'avec les utilisateurs ayant déjà un accès à cette propriété. Donc il faudra auparavant donner les droits d'accès à l'utilisateur. Ça ne va pas vous créer un lien public pour tout le monde. Donc voilà toutes les données qu'on peut avoir sur nos utilisateurs en temps réel. Tout comme dans les précédentes versions d'Analytics, c'est une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup. Surtout lorsque vous voyez l'évolution des sources de trafic. Lorsque vous avez un gros pic de trafic provenant des réseaux sociaux par exemple, vous pouvez voir un grand afflux de visiteurs en live. Et toutes ces données vous permettent de comprendre plus précisément d'où vient cet afflux de visiteurs, qu'est-ce qui les amène sur votre site, sur quelle page ils sont, est-ce qu'ils vont visiter d'autres pages après, combien de temps ils restent sur votre site, et tous vos autres indicateurs mesurables par les événements ou par les conversions. Maintenant qu'on a vu les indicateurs en temps réel, on va continuer notre exploration des autres onglets. Si vous étiez sur Universal Analytics, vous avez l'habitude des 4 onglets Audience, Acquisition, Comportement et Conversion, et donc vous allez être un petit peu déstabilisé, mais vous en faites pas, tout est toujours là, il faudra juste un peu de temps pour tout localiser instinctivement à nouveau. Commençons par l'onglet Acquisition, et cette première page vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ce graphique à courbe qui nous montre l'évolution du nombre d'utilisateurs, ou de nouveaux utilisateurs, si on clique ici, presque la même chose pour moi. On a aussi ce petit encart en temps réel, un peu redondant avec ce qu'on a déjà sur l'instantané des rapports, ici, et bien sûr sur les temps réels, ici. On a aussi ce tableau avec les groupes de trafic par défaut pour mes nouveaux utilisateurs. Comme sur les précédentes versions d'Analytics, les sources de trafic sont réparties en groupes. On a tout d'abord Organic Search, qui grosso modo correspond à tous les moteurs de recherche comme Google ou Bing. Direct, qui peut être beaucoup de choses, comme les personnes qui entrent directement sur l'URL de votre site, ou bien qui cliquent sur leurs favoris pour y arriver, ou bien encore qui cliquent sur des liens que Google n'arrive pas à détecter, comme par exemple des PDF ou des documents Word. On a aussi Organic Search, qui lui correspond au trafic venant des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Mais attention, c'est du trafic qui vient pas de vos publicités si vous en faites. Ça s'afficherait comme Paid Search, si vous faites de la pub Facebook par exemple. Alors, on a aussi Referral, ça correspond aux liens cliqués sur d'autres sites, tout type de sites, à part bien sûr les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et finalement, le dernier que j'ai ici, Organic Video, c'est un petit peu comme Organic Social, mais c'est le trafic provenant des principales plateformes de vidéo, type YouTube, Vimeo, Dailymotion. Donc voilà les grands groupes de trafic que j'ai. Ça peut être un petit peu différent pour vous. Par exemple, si vous faites de l'emailing, vous aurez également un groupe email. Et globalement, tous ces groupes sont plutôt bien pensés, et ils reflètent bien les différents types de trafic que vous pouvez recevoir. Alors, ce tableau, c'est presque exactement la même chose.
Sauf qu'au lieu des nouveaux utilisateurs, ça me montre le nombre de sessions. Et je trouve que Google aurait vraiment pu faire mieux, par exemple en montrant ces données sur un camembert, comme c'était le cas sur Universal Analytics, ça aurait été bien plus visuel que ça. On a aussi ces deux encarts vides, ici et là. Celui-là vous affichera les données de vos campagnes Google Ads, si vous les connectez à GA4, et celui-là vous calculera la valeur des événements d'achat si vous avez un site d'e-commerce et que vous paramétrez vos événements d'achat. Voilà tout ce qu'on a sur cette page. Regardons maintenant celle-là, acquisition d'utilisateurs. Et franchement, c'est à peu près la même chose. On a toutes les principales sources de trafic sur ce graphique à courbe, ce qui est bien utile. Ce graphique à barre est un petit peu plus visuel que celui qu'on a par ici, par exemple. Mais bon, c'est toujours pas génial comparé à un camembert. Et ce tableau, par contre, lui, il est vraiment utile, puisqu'on peut y comparer nos indicateurs qualitatifs en fonction des groupes de trafic. Comme par exemple le taux d'engagement. Je vois que j'ai mon meilleur taux d'engagement avec Organic Search. Et pareil pour la durée moyenne d'engagement. C'est aussi par Organic Search que j'ai les gens qui restent le plus longtemps. À la limite, tout ce qu'on a sur cette page, ça aurait été suffisant sur cette page vue d'ensemble. La page vue d'ensemble, elle n'a pas un grand intérêt comparé à celle-là. Voyons maintenant cette troisième page, acquisition de trafic. Et là, surprise, c'est presque exactement le même contenu que sur la page d'acquisition d'utilisateurs. Vous voyez, c'est vraiment le jeu des 7 erreurs. La seule différence, c'est que toutes les données concernent les utilisateurs. Donc ici, vous voyez utilisateur, utilisateur et utilisateur par ici. Alors que sur cette autre page d'acquisition d'utilisateurs, elle concernait juste les nouveaux utilisateurs, comme vous le voyez là, là, et puis ici aussi. Donc très légère nuance, surtout pour mon site, où c'est presque exactement la même chose. Et vous comprenez maintenant mieux une de mes critiques à GA4. Ils nous ont fait 3 pages, alors qu'une seule aurait largement été suffisante à mon goût. Mais heureusement, GA4 nous donne l'option de personnaliser ces rapports, et même d'en créer des nouveaux. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va tenter d'ajouter ces groupes de canaux de session par défaut sur un camembert. Et on va voir si on peut les mettre sur notre page vue d'ensemble. Allons-y. Voyons comment ajouter une fiche à mon rapport contenant un graphique à secteur représentant les sources de mes sessions. Donc pour faire ça, je me replace sur ma page d'acquisition de trafic, et je vais aller cliquer sur ce crayon ici, personnaliser le rapport. Ça prend un petit peu de temps, mais ça me charge ce panel. Et là, je peux y voir toutes les données utilisées par le rapport. Si je déroule les dimensions, je vois toutes les dimensions qui sont utilisées par tout ce que j'ai ici. Pareil pour les métriques. Toutes mes métriques sont bien présentes. Et ce qu'on va aller faire directement, sans trop s'attarder par ici sur les filtres ou même sur les graphiques qui sont déjà présents par défaut, on va aller ajouter ce qu'ils appellent une fiche. Donc une fiche, ça peut être soit un tableau, soit un graphique à courbe, soit un graphique à barre. Ils appellent ça une fiche. On va aller en ajouter une. Et c'est là qu'on va lui dire d'aller choisir parmi les dimensions, et je vais aller sélectionner groupe de canaux par défaut. Et pour la métrique, on va lui dire les sessions. Et type de visualisation, on va donc lui mettre notre graphique à secteur ou camembert. Et voilà, mon fameux camembert tant désiré. Bon, j'ai pas beaucoup de personnalisation au niveau des couleurs, ni au niveau de la forme du camembert, mais bon, c'est déjà à peu près ça. Je vais cliquer sur appliquer. Et là, pour l'instant, il se passe rien à ce niveau-là, c'est juste ici qu'on a ajouté notre fiche. Donc je vais remonter tout en haut, je clique sur enregistrer. Et là, j'ai deux options. Soit j'enregistre les modifications sur cette même page de rapport, soit je les enregistre en tant que nouveau rapport. Donc pour l'instant, on va juste faire cette option, enregistrer sur le même rapport. Donc j'ai cette pop-up qui m'apparaît, qui me dit que ça va être enregistré dans le cycle de vie. Je dis OK, allons-y, on enregistre. Ça a été enregistré, et comme vous le voyez, il se passe toujours rien. Donc c'est pas du tout intuitif, mais c'est pas le moment de désespérer. Parce que, à vrai dire, c'est maintenant le moment où nous allons retourner sur la vue d'ensemble pour y ajouter cette nouvelle fiche qu'on vient de créer. Là, vous allez sans doute me demander, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas directement créé par ici? Eh bien, vous allez le voir quand je clique là, sur la personnalisation, c'est pas la même chose qui vient se charger. Là, je vois juste les fiches que j'ai, et j'ai l'option d'ajouter une nouvelle fiche, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, mais il faut que ma fiche ait déjà été créée. Et c'est pour ça que je suis passé par cette page, pour tout d'abord créer la fiche, et ensuite pouvoir l'utiliser par ici. Alors, on va aller la repérer, la fiche qu'on a créée, elle devrait être dans le cycle de vie. Alors, elle n'y est pas, probablement il faut que je rafraîchisse ma page pour qu'elle apparaisse. On va voir. Allons-y à nouveau, ajouter des fiches. Et voilà, elle apparaît bien ici, on la repère assez facilement. Session par groupe de canaux par défaut pour la session. Je la sélectionne, j'ajoute la fiche. Elle se trouve ici maintenant, je vais l'enregistrer. Donc encore une fois, sur ce même rapport, je ne vais pas en créer un nouveau. Voilà, c'est enregistré. Et maintenant, si je descends,
je retrouve bien ici mon camembert, finalement, je l'ai. Donc mission accomplie, je suis arrivé à le créer et l'insérer sur cette page. Revenons maintenant sur une option qu'on a laissée de côté. Si au lieu d'enregistrer sur la même page de rapport, j'avais voulu créer une nouvelle page, j'aurais fait comme ceci, enregistrer en tant que nouveau rapport. Alors il me demande de lui donner un nom, on va mettre n'importe quoi, comme acquisition de trafic camembert, comme ça je suis bien sûr de le retrouver, et j'enregistre. Alors voilà, j'ai fait une petite erreur, j'ai laissé copie 2, mais bon, c'est pas bien grave, il s'est enregistré ici, et par où je le retrouve, on va essayer de voir ça, je clique sur retour, je me place par ici, sur mes rapports, on va voir si c'est facile à retrouver. Alors, il va pas se trouver dans l'acquisition, ça aurait été trop simple, il va se retrouver dans la bibliothèque. Et là, je sais pas pourquoi, ça prend très longtemps à se charger, Google a encore des progrès à faire là-dessus, donc je vais vous épargner ce temps d'attente, et voilà, ça y est, ma bibliothèque est enfin chargée. Pour accéder à mon rapport camembert, je clique dessus. Une nouvelle fois, ça prend beaucoup de temps. Ça me donne l'impression que j'ai pas cliqué au bon endroit, donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir là-dessus et je vais cliquer à nouveau là. Et cette fois, ça devrait bien marcher. Donc vraiment, il y a beaucoup de bugs en ce moment sur la console. Et comme vous le voyez, ça prend encore un temps fou à se charger. Mais bon, ça y est, cette fois c'est fait. Et finalement, je retrouve bien mon nouveau rapport que je viens de créer qui s'appelle Camembert. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce qu'on a dans l'acquisition. Allons maintenant voir ce qu'on a dans l'engagement. Passons maintenant à l'onglet Engagement et regardons au plus près ce qu'on a dans ces 5 pages. Tout d'abord, la page vue d'ensemble. On y voit dans cette première fiche l'évolution de la durée moyenne d'engagement sur le site, ce qui veut dire en gros le temps moyen passé sur le site par l'utilisateur. On peut aussi y voir le pourcentage de sessions avec engagement. Alors je sais, c'est pas présenté comme un pourcentage, mais je trouve que c'est plus facile de le présenter ainsi, parce que c'est tout simplement le nombre de sessions avec utilisateur actif sur le nombre total de sessions, et ce qui est donc 68% dans mon cas. Dernière chose qu'on voit un petit peu plus par ici, la durée moyenne d'engagement par session. Alors c'est presque exactement la même chose que la durée moyenne d'engagement qu'on a ici, mais il y a une toute petite nuance, c'est que c'est 7 fois par session, alors que dans l'autre, par ici, c'est par utilisateur. Donc si l'utilisateur fait 2 sessions, c'est le temps moyen de ces 2 sessions qui m'apparaîtra ici, mais ici, ça sera le temps global des 2 sessions qui sera pris en compte. Alors, on a ensuite cette fiche de temps réel qui me montre les pages qui ont enregistré le plus de pages vues dans les 30 dernières minutes et qui me propose aussi un renvoi vers le temps réel, donc cet onglet qu'on avait déjà vu par ici. Ensuite, on a cette fiche avec l'évolution du nombre de vues. À mon avis, ça aurait dû être la première chose qu'on voit en arrivant sur cette page. On peut aussi voir l'évolution du nombre d'événements en cliquant ici, et vous voyez que les allures des courbes sont très similaires dans mon cas. Alors par ici, on a un tableau avec les principaux événements. On peut cliquer dessus, comme vous le voyez à l'icône de mon curseur. Ça nous amènera à la page des événements, celle-là qu'on verra dans quelques secondes. Alors ensuite, on a à nouveau un tableau des principales pages vues. Donc contrairement à ce tableau-là, on n'est pas sur les 30 dernières minutes sur celui-là, on est sur la période de temps prédéfinie ici, les 28 derniers jours, qu'on peut bien sûr changer à notre guise. Et ensuite, on a cette fiche qui nous montre l'activité des utilisateurs dans le temps. Alors, j'admets, c'est pas un nom très clair, mais ça veut juste dire le nombre d'utilisateurs dans le temps. Donc par exemple, ce jour-là, j'ai eu 335 utilisateurs. Et cette seconde courbe ici, c'est juste le nombre d'utilisateurs en cumulé sur la période. Donc comme vous le voyez, c'est la courbe des 7 jours en cumulé. Et alors, dernière fiche qu'on a par ici, la fidélité des utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment cryptique, surtout avec ces rapports UAJ sur UAM, UAJ sur UAS, UAS sur UAM. Alors qu'est-ce que ça veut dire? UAJ, ça veut dire utilisateur actif par jour. UAM, utilisateur actif par mois, et UAS, utilisateur actif par semaine. Donc il faut comprendre ces ratios comme le taux de retour d'utilisateur, et plus il est élevé, plus vos utilisateurs ont tendance à revenir jour après jour. C'est donc ça ce que Google entend par fidélité. Et bien sûr, au premier jour, vous serez à 100%, et ça va diminuer pour les jours suivants, et probablement se stabiliser à un moment, ce qui vous permettra d'avoir une estimation de vos utilisateurs récurrents, ou fidèles comme les appelle Google. Voilà pour la page de vue d'ensemble, allons maintenant sur la page des événements. Qu'est-ce qu'on y voit? L'évolution du nombre d'événements en fonction des événements. Donc bien sûr, j'ai pas tous mes événements représentés, j'ai que les principaux, et ça m'est aussi présenté sur ce graphique à barre. En dessous de ça, j'ai un grand tableau me montrant pour chacun des événements le nombre d'événements, le nombre d'utilisateurs ayant déclenché l'événement, le nombre d'événements par utilisateur, qui est donc le ratio entre les deux, le total des revenus,
si jamais vous définissez des montants par événement. Alors, ce ratio, il est utile parce qu'il me permet par exemple de connaître le nombre moyen de pages vues par utilisateur, donc 1,34 par ici. Et maintenant, regardez ce qui se passe si on clique sur un événement, on peut avoir plus de détails à son sujet. Regardez, je vais par exemple cliquer sur mon événement Video Start, et ça va me recharger cette page, mais cette fois, sur l'événement Video Start, je vois l'évolution jour après jour du nombre de fois où les gens ont cliqué sur le bouton Play de mes vidéos. Je vois aussi par ici d'où ils viennent, et combien de fois cet événement arrive par session. Je peux revenir en haut de page et changer cet événement, vous voyez avec cette flèche ici. Je peux aller sélectionner mes autres événements, donc pas besoin de revenir sur la page d'avant, et je peux aussi ajouter des éléments de comparaison, comme on l'a vu précédemment pour le temps réel. Alors, allons maintenant sur la page des conversions. Ça va être très rapide pour le moment, puisque j'ai aucune conversion par défaut. Donc on y reviendra plus tard, au moment de créer nos conversions personnalisées. Passons à la suivante, page et écran. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page? On a tout d'abord l'évolution du nombre de vues sur mes principales pages, que je retrouve aussi dans ce graphique à barres, et aussi dans ce tableau bien plus détaillé. En plus des vues et du nombre d'utilisateurs, j'ai d'autres indicateurs qualitatifs, comme la durée moyenne d'engagement, donc le temps moyen passé sur la page, et le nombre d'événements reçus sur chacune des pages. Alors regardez ici, j'ai une petite flèche bien utile qui va me permettre de choisir parmi les événements. Je peux par exemple aller sélectionner l'événement scroll et ça va m'afficher juste le nombre d'événements scroll et je peux comparer ce chiffre à celui-là. Et là, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de personnes qui arrivent à la fin de mes pages. Il faut dire qu'elles ont tendance à être très longues et c'est pour ça d'ailleurs que j'introduirai plus tard un autre événement, cette fois personnalisé, qui mesure le scroll à 50% au lieu des 90%. Ça sera pour moi un bien meilleur indicateur qualitatif. Et sur cette colonne, vous voyez que j'ai également cette petite flèche qui va m'être bien utile aussi, parce que je vais choisir si je veux afficher le titre de la page ou bien son URL. Donc par exemple, si je clique sur chemin de la page et classe de l'écran, ça va m'afficher les URL des pages au lieu des titres. Ça peut être utile si vous avez plusieurs pages avec les mêmes titres. Alors, dernière page dans l'onglet d'engagement, la page de destination. Donc vous vous demandez peut-être, c'est quoi la différence entre une page de destination et une page? La page de destination, c'est la page d'entrée sur votre site pour l'utilisateur. Regardez par exemple celle-là. Elle a été la page d'entrée pour 181 sessions, donc ça veut dire que 181 personnes sont rentrées par cette page. Mais si je regarde ici, sur ma page d'avant, je vois qu'elle a eu plus de vues, elle en a eu 226. Donc ça veut dire qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont eu cette page en entrant sur mon site par une autre page que celle-là. Et pour le reste, tous les indicateurs sont les mêmes que sur l'autre page. La seule nuance, c'est que celle-là fait vraiment le focus sur la page de destination, et pas juste sur les pages. Allons maintenant voir ce qu'on a comme données dans l'onglet utilisateur. On a des données démographiques et technologiques. Allons voir de plus près ce qu'on a dans ces pages, et commençons par la page vue d'ensemble des données démographiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord cette carte qui nous montre de quel pays viennent nos utilisateurs. On peut se servir de cette flèche pour afficher autre chose que les utilisateurs, comme par exemple les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs connus. Et là, vous vous demandez sans doute, c'est quoi la différence entre ces trois types d'utilisateurs? Eh bien, les nouveaux utilisateurs, ce sont ceux qui visitent votre site pour la toute première fois. Les utilisateurs connus, ceux qui sont déjà venus sur votre site par le passé. Et les utilisateurs, eh ben, c'est l'ensemble de ces deux groupes. On va laisser sur ça par défaut. Et donc, qu'est-ce qu'on a à côté de cette carte? On a un encart en temps réel qui nous montre de quel pays viennent nos utilisateurs lors des 30 dernières minutes. En dessous de ça, on a une fiche avec les utilisateurs par ville cette fois, qui pourrait vous être utile par exemple si vous avez une implémentation locale. Et les fiches suivantes qu'on a par ici nous proviennent des données reçues par les signaux Google. Alors comme vous le voyez ici, là ou bien encore là, j'ai des warnings, et ces warnings me disent que mes données s'afficheront uniquement à partir d'un certain seuil, afin que je puisse pas déduire l'identité personnelle d'un utilisateur. C'est en quelque sorte une mesure de protection d'identité mise en place par Google. Alors toutes ces données, que ce soit le sexe de l'utilisateur, les centres d'intérêt ou même l'âge, tout ça provient des infos que vous renseignez lorsque vous créez votre compte Google. Je vois par exemple ici que j'ai un petit peu plus de femmes que d'hommes, que leurs centres d'intérêt sont portés sur les médias et la technologie, et que mon audience est très jeune, à en croire leur âge renseigné sur leur compte Google. Alors la dernière fiche qu'on nous montre ici concerne la langue de l'utilisateur. On peut se demander à quoi elle correspond, et si elle est vraiment fiable. Donc la langue n'est pas déterminée par l'origine géographique, elle est déterminée par l'utilisateur dans son navigateur. Alors c'est très souvent notre langue maternelle qu'on y met, mais c'est pas 100% fiable non plus. On peut par exemple avoir un Chrome en anglais et être francophone, on peut aussi être bilingue, et ça, notre navigateur, il en sait rien. Mais bon, ça vous donne quand même un bon aperçu des langues parlées par vos visiteurs. Vous remarquez maintenant que j'ai un lien en bas de chaque fiche.
Par exemple ici, afficher les tranches d'âge. Eh bien, ce type de lien m'amène sur la deuxième page, celle des données démographiques, filtrées en fonction de ce que je clique ici. Par exemple, en cliquant ici, je vais avoir toutes les données en fonction de l'âge. Allons-y. Donc voilà, ça m'a mis sur la page données démographiques, et comme vous le voyez, c'est en fonction de l'âge que j'ai mes différents regroupements. Donc j'ai l'évolution du nombre de visiteurs en fonction de leur âge, sur cette courbe temporelle, ou sur ce graphique à barres, et j'ai aussi ce tableau bien plus complet, qui me permet de voir des choses très intéressantes. Je vois par exemple dans la colonne taux d'engagement que plus mes utilisateurs sont jeunes et moins ils sont engagés. Regardez, les 18-24 ont un taux d'engagement de 56%, alors que les plus de 65, 81%. Et c'est pareil pour la durée moyenne d'engagement, les 18-24 ont une durée moyenne d'1 minute 5, alors que les plus de 65, 2 minutes 16, donc plus du double. J'aime pas tirer des conclusions hâtives sur le comportement de l'utilisateur en fonction de son âge, mais c'est assez clivant ici. Alors, pour revenir en haut de cette page, lorsque je la charge par défaut, par ici, c'est pas en fonction de l'âge que j'aurai les données démographiques, ça sera par défaut en fonction du pays. Et pour retrouver ça, je peux me servir de cette flèche par ici, et là je peux sélectionner tout ce qu'on avait sur la page d'avant, c'est-à-dire le pays, ou même la région, la ville, la langue, l'âge comme on vient de voir, le sexe et les centres d'intérêt. Allons-y sur pays. Voilà, j'ai maintenant toutes mes données en fonction des pays, et je peux faire le même type de comparaison que j'avais fait pour l'âge. Donc voilà pour les données démographiques. Passons maintenant aux données technologiques. Et tout d'abord, la vue d'ensemble. Alors, ces deux fiches-là vont pas forcément vous être utiles si vous avez uniquement un site web. Elles vous seront utiles si vous avez également une application, et elles vous montreront la répartition de vos utilisateurs entre votre site web et votre app. Dans celle-là, vous pouvez voir le système d'exploitation de vos visiteurs. Et pour voir quel est le navigateur utilisé, ça va être par ici. Alors, sur ce camembert et sur cette fiche, vous voyez la répartition de vos utilisateurs entre mobile, desktop et tablette. Comme d'habitude, c'est bien plus visible ici. Pour moi, c'est à peu près bien réparti entre desktop et mobile. Et si je descends encore un peu, vous voyez les différentes résolutions des appareils de vos utilisateurs. Alors, toutes ces données, à quoi est-ce qu'elles peuvent vous servir? Eh bien, vous pouvez les utiliser pour améliorer l'expérience utilisateur sur votre site. Le comportement et les besoins d'un utilisateur peuvent être très différents sur desktop ou sur mobile. Si vous avez une majorité écrasante d'utilisateurs mobiles, par exemple, eh ben, vous pouvez pas trop compter sur une sidebar pour les appels à action. Tout doit se trouver dans le corps de votre article. Donc, les navigateurs et résolutions d'écran peuvent vous être utiles à vous et à votre web designer au moment de prendre des décisions sur la façon de coder les pages. À une certaine époque, beaucoup d'utilisateurs étaient encore sur Internet Explorer. Et c'était un cauchemar pour les web designers. Mais aujourd'hui, plus du tout besoin de se prendre la tête avec la compatibilité IE. Regardez, je vais cliquer là. Ça va m'amener sur la page des données technologiques plus en détail, en fonction du navigateur. Et je vais descendre directement sur ce tableau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai qu'un seul utilisateur qui est sur Internet Explorer. Alors, à vous de juger quel est le seuil critique, et si vous voulez tout de même bien coder votre site pour cet utilisateur. Mais bon, maintenant, avec ce type de données, vous avez les informations nécessaires pour décider si ça en vaut la peine ou pas. Pour ma part, je vais pas alourdir mon site pour le rendre compatible avec Internet Explorer, si ça ne concerne qu'un seul visiteur. Alors, pour le reste de ce tableau, on y retrouve comme d'habitude un mix de données quantitatives et qualitatives, comme le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions avec engagement, et pour les données plus quali, le taux d'engagement et la durée moyenne d'engagement. Donc on peut comparer tout ça en fonction du navigateur. Alors, en remontant la page, je retrouve l'évolution temporelle du nombre d'utilisateurs par navigateur, puisque c'est ce que j'ai sélectionné ici, et j'ai aussi ce graphique à barres des principaux navigateurs utilisés. Alors, je peux bien sûr retrouver mes autres éléments en cliquant sur la flèche, et là, je retrouve tout ce que j'avais sur la page d'avant. Alors, par défaut, c'est le navigateur qui s'affichera sur cette page données technologiques, mais je peux aussi sélectionner d'autres choses, comme par exemple la résolution d'écran, et maintenant, je pourrais comparer tous mes indicateurs en fonction de la résolution d'écran de l'utilisateur.